Il a créé même une fondation où à chaque année, il veut financer 150 nouveaux entrepreneurs africains. Mais ce qui est bizarre, il dit, now that I'm free, I can be free. Il dit qu'en quittant la tête de UBA, il est devenu milliardaire en dollars. Parce qu'il a dit, mais les gens venaient vers moi pour prendre l'argent. Et je les conseillais en tant que banquier. Je peux maintenant faire la même chose moi-même. Et il est devenu immensement riche. Vous voyez, ce n'est pas la position, c'est le fait de prendre une cause. Et il dit ceci, on peut bien faire en faisant le bien. Ça fait l'objet d'une thèse au MIT. Ce que M. Elomelu a dit. Fait l'objet d'une thèse au MIT. L'une des 3 premières universités au monde. Ce qu'un Nigérien a dit. Et ce n'est pas ce qu'il a dit au moins il était à la tête de la banque. C'est qu'il n'est plus à la tête de la banque qu'il a décidé de prendre une cause, de se battre pour le progrès et le salut de l'humanité. Et on va penser que pour se battre pour le progrès et le salut de l'humanité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez par exemple ce monsieur qui n'allait de rien. Sa richesse a été divisée par 2 en 2012. Mais il a réfléchi parce que quand on était riche une fois, il est facile de redevenir riche. Alors au Nigeria, beaucoup de gens parlent et disent, oh, voilà, il n'y a pas de... le Nigeria est le premier producteur africain de pétrole, mais il n'y a pas de carburant dans les stations. C'est ce qui est impossible. Il a dit, ok, on a une opportunité pour moi. Il a décidé de construire une raffinerie qui va raffiner 40 000 barils de pétrole par jour. Conséquence, sa richesse est repassée de 11 milliards à 25 milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dont tout le monde parle et personne n'a décidé de résoudre le problème. D'un côté dit, I'm gonna do something about it. Il a dit que le leadership, c'est, vous voyez plein de choses que beaucoup de gens veulent faire et qu'ils aimeraient voir se faire, mais ils ne sont pas en train de le faire. Et vous dites, je dois pouvoir y faire quelque chose. Exemple encore. Ne parlons pas de Steve Jobs, parlons par exemple de NB. Des gens qui disent, comment se fait-il que lui, il vit à Yopougon, il a une maison là-bas. Lui, il vit à Makori, il a une maison là-bas. Lui, il vit à Benjaville, il a une maison là-bas. Moi j'ai une maison à Biétri, ok? Je vais aller à Yopougon et je suis obligé de prendre un hôtel. Et lui veut aller à Makori, il est obligé de prendre un hôtel. Et lui veut aller à Benjaville, il est obligé de prendre un hôtel. Alors que lui, il vient à Biétri. Et moi, je vais aller à Yopougon. Ok, trouvons un moyen pour que chacun d'entre nous ne paye pas trop d'argent. Et que nous cédons nos appartements. Et chacun va rester dans l'appartement des uns et des autres. Parce que nous sommes du même niveau de richesse. On a regardé virtuellement à quoi ressemble chacun de nos appartements. Et ça me plaît, je vais rester là-bas et je ne perds plus de l'argent. C'est ce qu'ils ont fait. Et le gars, il est devenu milliardaire en dollars. 150 milliards de dollars. En l'espace de 2 ans, on choisit d'être leader. En résolvant les problèmes de l'humanité. J'ai parlé de progrès de l'humanité et salut de l'humanité. Gandhi, Martin Luther King, Winston Churchill, Mandela, Obama, tout ce que vous voulez, Mère Teresa. Progrès et salut de l'humanité. Nous connaissons tous ces leaders et nous voulons nous référer à eux. Mais personne ne veut rien faire pour le progrès et le salut de l'humanité. Et nous voulons être leaders. Or, le leadership, c'est quand vous savez vous battre pour le progrès et le salut de l'humanité. Prenez par exemple ce pilote qui, en voyant les passagers traîner leur bagage pour montrer dans l'avion, a dit, ils souffrent trop. Je dois pouvoir y faire. Et il a démissionné de son emploi bien payé à 10 000 $ par mois de pilote. Et dit, ok, je vais trouver une solution à ça. Et il a fabriqué le trolley. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour le progrès et le salut de l'humanité. Ou encore Facebook. Moi j'ai des amis un peu partout. Je ne sais pas, il faut imaginer. Quelqu'un m'a écrit la dernière fois, il dit, waouh. Quelqu'un m'écrit. Il dit, oui, je vous ai vu sur Facebook. Il dit, ok, merci. Je n'aurais pas pu le connaître si ce n'est grâce à M. Mark Zuckerberg. Mais Mark Zuckerberg a été victime d'exclusion d'une association de juifs. Il a dit, lui doit créer un réseau où les gens puissent entrer et sortir quand ils veulent, sans aucune condition à remplir. Facebook. Je dois pouvoir y faire quelque chose.
encore Marriott, qui est la base du fait que quand vous prenez un avion aujourd'hui, on vous donne à manger. Marriott avait un restaurant à côté d'un aéroport. Et il voyait que quand les gens avaient un vol, des connexions de vol, ils venaient manger chez lui. Il y en a qui prenaient le repas pour aller. On les interdisait même parfois d'amener la nourriture à bord. Parce qu'ils ont 7 heures de vol. Ils vont rester âgés pendant 7 heures. Aucune compagnie aérienne ne pensait à leur donner à manger. Et puis les gens, quand ils venaient, ils attendaient le vol, ils dormaient dans son restaurant. Première chose, ils construisent des hôtels dans les abords des aéroports. Ils gagnent de l'argent. Ensuite, ils commencent à fabriquer des nourritures à emporter aux gens. Ensuite, il s'est rapproché des compagnies aériennes. Écoutez les gars, je peux vous fabriquer de la nourriture que vous servez aux gens à bord. Je dois pouvoir y faire. Donc, on choisit d'être leader. Le leadership ne s'impose à personne. Et personne n'est privé de leadership. Les gens choisissent des leaders. Et seuls ceux qui ne sont pas déterminés à résoudre l'un des problèmes de l'humanité ratent l'opportunité d'être des leaders. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Zuna Hansen, je vais revenir sur la notion de compétence. Est-il conseillé pour le leader de partager la plus grande part de ses compétences à ses collaborateurs? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'en occulter certaines? Ok. Alors, quelque chose de très important. Il y a ce qu'on appelle le cercle d'influence pour un leader. C'est-à-dire, qui vous influence? Parce que je dis un peu. Alors, imaginez que vous avez 100 compétences et que vous ne donnez que 50 à ceux que vous dirigez. Vous êtes le leader des gens très compétents ou bien des gens médiocres? Pardon? D'accord? Donc, à vous de choisir si vous voulez être le leader des gens très bons ou des gens très médiocres. Et c'est vous qui outillez les gens pour pour devenir le leader des gens très bons. Et donc, je ne sais pas si il faut tout donner. Je vous dis, choisissez de voir, est-ce que vous voulez être le leader des gens sous-compétents ou des gens très compétents? À partir de là, vous saurez, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous ne donnez pas? Quel est le type de leader que je veux être? On choisit d'être... Question? Oui. Ok. Le micro n'est pas... Non, je ne sais pas... Non, le micro n'est pas... D'accord. Ok. Moi, c'est la première fois que j'assiste à vos séminaires. Et je veux savoir, l'assistance m'excuse, hein, qui est M. Capot Herman? Je ne vous connais pas suffisamment. Voilà. Ok. Donc, je suis M. Capot Herman. Et il a demandé je suis qui? Leader. Non, je suis Capot Herman. Non, je déconne. Non, je déconne. Imaginez, n'est-ce pas? Vous vous plaignez auprès de votre école du fait que les professeurs qui vous ont donné ne sont pas compétents. C'est ça, c'est vrai ou vrai? C'est vrai, non? Ils sont incompétents jusqu'à demain matin. Je vais publier un livre dans 3 mois. Ça s'appelle En finir avec les compétences. Docteur, toi, tu n'as pas eu problème de compétences dans ta pharmacie. Des gens incompétents comme ça. Il faut en finir avec, tu comprends pas? Quand tu es ultra compétent, là, les autres compétents, ils sont mal à l'aise autour de toi. On disparaît. On appelle ça creuser les gars. Non, les rendre complexés. Non. Les déranger. Non, les frustrer. Les frustrer. Tu sais que quand la lumière est à côté des ténèbres, tu vois que c'est... Donc il faut briller, you shine, voilà, tu vois que... Il faut finir l'incompétence. L'incompétence qui est l'Afrique est là où c'est quoi? Tu vois, déjà, les incompétents. Ils ont agrégation en incompétence. Donc, et puis les professeurs sont incompétents. Et vous dites, on veut de meilleurs professeurs. Et que votre directrice vous dit, les gars, moi, je n'ai pas l'argent pour ça.
Mais allez sur Internet, vous avez une connexion Internet et puis vous allez découvrir des outils, etc., qui vont vous permettre de devenir de bons managers. Donc moi, je suis parti sur Internet, j'ai vu qu'il y a des outils magnifiques pour devenir de bons managers. Sauf que je me suis dit, ah, moi je parle l'anglais, donc j'accède à ces outils-là. Je fais des séminaires en ligne avec des gens de Aspire, de Microsoft, de Apple. Donc vraiment, c'était beau, quoi. En l'espace de 3 mois, je n'étudiais plus mes cours. Parce que c'était tellement magnifique. Bon, quand on fait intégration, je n'ai pas de bonne note. Quand on fait examen, sur le PD. Donc j'ai dit que, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne parlent pas l'anglais, mais qui ont besoin de ces outils-là? Il faut qu'on crée, nous aussi, un site internet en français pour leur donner les mêmes outils pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise et développer leur capacité managériale. Donc c'est ainsi qu'on a commencé. Parce que nous allons créer la plus grande entreprise d'information, de formation, de coaching au monde. Et impacter à travers la formation de coaching 500 millions de personnes. C'est-à-dire que leur vie va changer grâce à l'information et la formation qu'on va leur donner. Naturellement, être riche abondamment en le faisant. Puisqu'on n'emporte pas ça dans le bâton, partager cette richesse pour la gloire de Dieu. Écoute. Merci. Dernière question? Oui, Madame Traoré. Voilà, moi je voulais revenir sur les titres que vous avez énoncés. Si vous pouvez nous dire quelque chose par rapport au leadership au sein des familles. Juste une phrase, au moins. Voilà. En fait, c'est ce qui m'intéresse. Vous savez, actuellement là, je souffre. Non, je suis sérieux. Je souffre. Tellement je souffre. Je ne peux pas. Je cherche même quelqu'un avec qui partage ça. Bon, attendez, je vais m'asseoir. Vraiment. Mais, imaginez une mère qui donne de son temps et de sa vie à son garçon unique de 14 ans. Et que les deux ne se comprennent pas. Parce qu'il y a 40 ans de différence. Le garçon a 14 ans, la mère a 56 ans. Mais elle a donné tout pour son garçon. Mais ils sont dans deux mondes différents. Et malgré tout ce qu'elle a donné, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Elle pleure. Ce n'est pas à longueur de journée, à longueur d'heure. Quand je l'ai rencontrée, j'ai eu mal. Mais ça encore, je comprends son cas extrême. Il y a des cas basiques. Des gens qui ont tout donné, qui se disent, si je donne tout pour mes enfants, si je travaille pour eux, et que j'ai plus d'argent, je les mets dans les deux bonnes écoles, ça ira. Malgré tout, ça ne va pas. Et justement, à ce qu'on appelle en leadership la loi de la proximité. Vous pouvez impressionner les gens en étant loin d'eux. Mais vous ne pouvez pas les influencer si vous n'êtes pas dans leur monde. Et vous comprenez par là que le leadership familial, ça veut dire que si la mère, je vais poser la question à la dame, dites, est-ce que vous essayez d'éduquer votre enfant de 14 ans, sachant que vous avez 56 ans, tel que vous étiez éduqué au moment où vous avez 14 ans? Elle a dit, oui, mais ça fait 42 ans de différence de culture, de technologie, de manière, de façon, de langage, de tout. Rentrer dans son monde. Vous savez pourquoi? Parce que le leadership commence par je te comprends. Tu as du talent. Je t'aime. Je veux ton bien. De quoi as-tu besoin? Quelle est la meilleure façon de procéder avec toi? Qu'est-ce que les gens font et qui te laissent penser qu'ils ne te comprennent pas? Je veux te comprendre. Je veux que nous progressions ensemble. Dis-moi, quelle est la meilleure façon d'y arriver? Si un père de famille peut avoir la patience, une mère de famille peut avoir la patience de dire ça à son fils ou à sa fille, au lieu de lui dire, il est quelle heure? Il est quelle heure? Maman, il est 22 heures.
donc c'est à 22h qu'on regarde la télé. Le petit dit, elle pense quoi? Moi, ma tablette, moi, mon téléphone, moi j'ai mon téléphone bis. Elle a arraché tout le téléphone, je vais quand même piler encore, puis elle fait malin. Il rentre dans sa chambre, il se connecte, tranquille, en version illimitée. J'ai dit non, moi j'ai interdit le téléphone chez moi. Tu as regardé dans son soutien-gorge là, tu as regardé là. Téléphone. Ils en ont en double version. D'ailleurs, tu leur as donné l'argent suffisamment pour pouvoir en avoir en plusieurs versions. Il dit, j'ai saisi tous les téléphones. Chez moi, pendant la semaine, les enfants n'ont pas droit au téléphone. Il dit, hein? Ce n'est pas dans le monde. Et naturellement, 97% des parents sont incompétents pour éduquer leurs enfants. D'où la catastrophe. Donc, rentrons dans leur monde. Imaginez un instant, ma fille de 5 ans et demi, je lui dis je t'embrasse. Elle me dit si c'est sur la bouche. J'ai dit non chérie. Dans embrasser, il y a bras. Entre mes bras, embrasser, je t'ai pris entre mes bras. Elle dit, d'accord, j'ai compris. Est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle n'a pas compris? Je ne sais pas. Mais je lui ai expliqué au moins. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Je ne sais pas. Mais elle dit, on ne parle pas de ces choses-là. On te dit embrasser, tu dis bouche. Tu as fait ça où? Donc, tu veux qu'elle puisse te divulguer sa source d'information, quoi. Donc, si jamais elle dit c'est la télé, tu coupes la télé. Qu'est bête. Elle va dire c'est à l'école, tu vas l'envoyer de l'école. Tu lui changes d'école, c'est pire. Donc voilà, parce qu'on ne peut pas changer la vie d'une personne sans entrer dans sa vie. Vous savez, on fait du coaching pour les gens. Mes collègues coachs me disent, mais attends, ton affaire de faire coaching sur 12 mois là, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais sur les gens? Il dit, moi je ne conseille pas. Pas quelqu'un vient me voir pour un problème ponctuel. Et puis je lui dis, voilà, bon, fais ça. Je ne suis pas médecin, moi je ne fais pas de posologie ou bien ordonnance. C'est pas ça. Imaginez quand vous coachez une personne jusqu'au 11e mois sur 12. Et c'est au 11e mois que la personne accepte. Vous dites qu'elle est son vrai problème. Donc moi je suis là patiente. Je veux entrer dans ton monde pour mieux t'aider. Avec toute la patience. Parfois, il y a des gens qui viennent en coaching. Ils sont pressés, ils disent, ah, elle m'a fait ça, oh, moi je suis en train de les observer. Il dit, quel est son problème? Parce que si je ne connais pas son problème, là, je peux rien faire. Et de la même manière, pour un enfant, la patience, vous dites, quel est son problème? Son vrai problème là est où? Et c'est la patience. Quand on dit patience là, c'est pas si tu veux le gifler, tu attends d'abord et puis après tu dis doucement. Non, tu dis, à quoi? Je vais vous dire quelque chose. Mon père a arrêté de me battre quand j'avais 9 ans et demi. Un jour, c'est moi qui prépare les instruments pour battre, parce que je suis tellement correct, il ne me bat presque jamais. Sauf un jour, j'ai fait son barbecue de pentade, non pas pentade, de lapin. Non, mais lapin de bouche, on appelle ça comment? Lièvre. Et puis, j'ai perdu, et puis un chien est venu prendre ça. Il m'a frappé avec 18 chicottes. Il est maître des cotes, tu vois, il connaît les maîtres des cotes. Donc quand il veut taper mon petit frère, il y a 3 types. Il y a les grosses chicottes, il y a les petites, et puis il y a un plat dans toi là, qui est bien plat comme ça. Il commence par ça. Donc s'il arrive à 20 en général, tu es fatigué, et puis il t'achève avec la chicotte, il court sur toi jusqu'à ce qu'il te finisse, tu comprends? Bon, un jour, mon petit frère a déconné. Il dit, papa va te rosser au but. Tu sais que quand on est le grand, on est content quand on rose le petit frère. Et papa dit, tu sais quand tu n'étais pas là, hey, John qui a fait ça, lui. Quoi? Prépare-moi les chicottes. J'ai préparé la nationale. Il dit, tu fais ça. Il dit,
toi. Poids. Le moment quand on arrive à 17, la personne fond en larmes. À 17, le petit ne réagit pas. Donc moi, c'est moi qui compte. 18, il ne réagit pas. 19, il ne réagit pas. 20, le vieux le regarde. 21, il ne réagit pas. 22, le vieux jette là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive. Il est habitué. Ça ne lui fait plus ni chaud, ni froid. Froid seulement. Je m'apprête à déconner à nouveau. Et je me dis, une copine à moi, dans une grosse boîte à Cotonou, sa fille de 6 ans. Si tu n'as pas de mère, notre chérie, tu n'iras pas en vacances avec nous. Maman, vous allez partir en vacances avec moi, c'est ça? Partez. Je reste à la maison. La télévision sera à moi seule. Et personne ne va me discuter la télécommande. La dame est comme démunie. Elle dit, mais Erwan, qu'est-ce que je fais? Elle dit, ah, elle est habituée à tes menaces. Ça ne lui fait plus ni chaud, ni froid. Donc bref, voilà, il faut être un peu structurant et patient et s'adapter à l'enfant. Vraiment quoi. Il faut le coacher. Avant, je ne voulais pas offrir le service avant. Donc, mais il y a 4 parents qui m'ont déjà sollicité. Donc on est obligé d'offrir désormais du coaching parental. Parce que c'est devenu un véritable problème. Je vous donne des exemples. Une cliente à nous m'a dit, rencontre mes 5 enfants pour moi. Le lundi passé, le 2 là, j'ai rencontré les 5 enfants au Palm Club. Vraiment, c'était dur pour moi. Franchement. Non mais j'ai dit, c'est quoi cette affaire? Tu es dans quoi? Je dis, ok. Je parle avec chaque enfant 5 minutes en moyenne. Et puis je fais une synthèse avec la mère. Figurez-vous, en 5 minutes, l'un de ses enfants m'a dit quelque chose qu'il ne lui a jamais dit. Vous imaginez? Donc franchement, je ne sais pas si on aura le temps. Hein. Tout est grâce.